Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour ? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Gauthier Japel et Hervé Covez, dans les 2 épisodes précédents, nous ont invités à la curiosité et à l'émerveillement pour l'ensemble des autres espèces de la grande famille du vivant. Leurs témoignages nous ont aidés à prendre conscience de notre interdépendance totale avec elles. Mais comment notre espèce, après s'être tant éloignée, par sa culture et ses modes de vie, des principes qui régissent la vie sur Terre, peut-elle retrouver le chemin de sa reliance à lui ? Comment pouvons-nous recréer des relations qui prennent soin de l'ensemble de ces êtres et de ces processus auxquels nous devons la vie ? Tous ces principes de don, de cyclicité, de circularité ne sont-ils pas seulement valables pour les autres qu'humains ? C'est ce que nous allons explorer dans ce nouvel épisode avec Frederica Van Ingen, journaliste et auteure de plusieurs ouvrages sur ces peuples que l'on dit racines, premiers ou autochtones. Elle dit d'elle qu'elle est une passeuse des sagesses de ces peuples et de la manière dont ils ne se sont jamais départis de leur reliance avec l'ensemble du vivant. Bonjour Frederica. Bonjour Marine. Alors Frederica, dis-nous un peu, pour cet épisode, d'où as-tu envie de parler ? De quel endroit de toi ? De quel vécu ? De quel moment dans ta vie ? Donc je vais parler d'ici et maintenant. Ici, c'est depuis la Drôme où je vis. Et puis depuis maintenant, donc Frederica qui est toujours en chemin, qui arrive pas loin de ce qu'on commence à appeler l'âge de la sagesse chez nous. Enfin chez nous, nous on dit les vieux, mais non, j'y suis pas encore. Et c'est un chemin au départ journaliste, un chemin de quête de sens, vraiment de recherche de sens depuis toujours, depuis ma toute prime jeunesse. Essayer de comprendre dans quel monde je suis tombée, pourquoi les humains qui vivent fonctionnent comme ils fonctionnent. Il y a une recherche de ça très présente. Donc un jour qui m'amène à devenir journaliste, parce que le journaliste continue de s'interroger sur le monde qui l'entoure. Et puis toujours cette recherche de sens à travers ce travail, et un jour la rencontre avec des personnes en lien avec des peuples racines, comme j'aime les appeler, qui répondent à beaucoup de mes questions. Donc là me vient l'envie de rassembler des personnes comme ça dans un livre. Alors plus qu'une envie, me tombe dessus la nécessité de rassembler ces personnes dans un premier livre. Et à partir de là, pour moi, c'est un chemin qui s'ouvre. Un chemin d'essayer d'aller explorer ces sagesses, ces pensées racines en fait. Plus que d'aller rencontrer les peuples, parce que pour moi c'est toujours important de préciser que en fait, ces sagesses, ces pensées que d'autres ont rencontrées vraiment sur le terrain et ont su traduire auprès de nous. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est quand on récupère toutes ces données qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, eh bien, comment ça nous parle à nous, les humains déconnectés que nous sommes devenus, et comment ça peut nous aider à nous remettre à notre place dans le vivant. Voilà, donc c'est depuis cet endroit-là que je parle aujourd'hui en tant qu'auteure, en tant que chercheuse, voilà, parce que je cherche encore, et puis en tant que passeuse, quand j'ai commencé à trouver quelques éléments à transmettre. Voilà.
Alors du coup, tu disais que toutes ces personnes que tu as rencontrées ont commencé à répondre aux questions que tu te posais. Est-ce que tu te souviens encore quelles étaient quelques-unes des questions que tu te posais? Voilà, pour la toute première, c'est qu'est-ce qu'on fait là, hein. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui donne le sens ou l'impulsion à nos actions? Moi, j'ai eu la chance de grandir sur la ferme de mes parents, donc en pleine nature, dans le centre de la France, et de voir, de voir s'épanouir la vie, les saisons, et de voir aussi que quelque chose dans le fonctionnement de l'être humain ne fonctionnait pas dans ce sens-là. Enfin voilà, je pense que j'ai eu cette perception-là très jeune. Notamment beaucoup de questions autour de pourquoi autant de violence, pourquoi autant de guerre, pourquoi autant de choses qui vont au-delà de nos capacités de régénération, en fait. Voilà, ça, je crois que je l'ai vu très tôt. Voilà, j'avais la chance de vivre dans un environnement privilégié et de voir qu'à l'extérieur, il y avait des gens qui étaient en train de se battre tout le temps. Mais de se battre pour vivre, hein, même c'est pas uniquement se battre les uns contre les autres, juste essayer de survivre là où la vie ne semblait pas demander ça, en fait. Je dis maintenant tout ça avec mes mots d'aujourd'hui. À l'époque, j'avais pas conscience de tout ça, mais je voyais qu'il y avait un décalage. Voilà. Donc, c'était cette question-là centrale dans mon chemin après. C'était aussi trouver sa place. Ça, c'était une vraie question. Justement, qu'est-ce que dans ce monde d'humains très, très déconnecté, comment on peut, nous, trouver notre place en essayant de rester connecté? Alors, la réponse, ça a été, je pense, ça a été mon chemin. C'était essayer de me retrouver malgré ça pour essayer d'apporter quelque chose qui soit des éléments de réponse à la question qui suis-je et quelle est ma contribution sur cette terre. Voilà, ça c'était les questions de sens fondamentales. Merci. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire qui sont ces peuples que l'on appelle premiers, racines, autochtones, où vivent-ils? Voilà, je pense que c'est important de le préciser pour les auditeurs. Oui, alors c'est intéressant de voir que d'abord ces gens-là sont des êtres humains, avant toute chose. Des hommes et des femmes, donc, tu Oui, veux dire, et des enfants, et des jeunes et des vieux. Absolument, des sociétés comme nous, hein, des gens qui vivent ensemble et tout ça, peut-être mieux que nous. Et en fait, c'est intéressant de se dire ça parce que pourquoi on a eu besoin de les nommer différemment de nous, les différencier en fait, probablement parce qu'on sent qu'il y a une distance entre eux et nous, dans notre façon d'être, et cette distance, elle est liée justement au lien avec la terre. Et dans ces noms autochtones, aborigènes, peuples racines, indigènes, etc., veulent tous dire quelque chose du lien qu'ils ont avec la terre, en fait. Donc même pour ceux qui ont été déplacés, même pour ceux qui ne sont plus sur leur terre d'origine, parce que notre culture est allée les repousser dans les retranchements les plus difficiles à vivre, même pour cela, leur société, leur culture qui continue de se transmettre est encore imprégnée de ce lien à la terre. Donc voilà. Donc ce sont des gens qui vivent en lien avec la terre, où qu'ils soient, qui ont la conscience de faire partie du vivant, où qu'ils soient. Et après, ils sont 370 millions d'après les recensements officiels, et répartis en 5000 peuples. Alors le nombre de langues, je ne saurais plus dire, mais il y en a encore plus, évidemment. Et ils sont partout sur la planète, en fait. Voilà, parce que c'était les humains des origines, en fait. On était, nous aussi, ces peuples-là. Et ce qui est fabuleux, c'est de se dire qu'ils existent encore, malgré ce qu'on leur a fait subir. Donc ça veut dire que leur culture a une sacrée capacité d'adaptation et de résilience. Et ils sont encore là, et aujourd'hui, leur façon d'être, leur pensée nous parle encore. Enfin, moi, c'est ce que j'ai découvert à travers ce chemin-là. C'est que non seulement ça nous parle, mais ça nous apporte vraiment des éléments d'information sur les voies qu'on pourrait commencer à ouvrir. Et donc, c'est précieux d'avoir ces peuples-là encore là. Je dis parfois qu'ils sont les gardiens de la biodiversité de la pensée. Voilà. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup à la biodiversité, évidemment, du vivant dans la matière, mais on oublie
Le fait que peut-être il existe d'autres façons de penser chez les humains et qu'aujourd'hui, face à l'uniformisation galopante de la pensée, là on a vraiment d'autres modèles, d'autres façons de penser. Ça ne veut pas dire aller copier leur modèle, bien sûr que non, parce que ce sont des cultures, parce qu'on n'a pas grandi là-dedans. Mais dans la mesure où notre culture est une culture déracinée et que les leurs sont enracinés, pour moi, ce qui est fort dans leurs approches du monde, dans leur vision du monde, c'est justement qu'ils ont, d'où qu'ils soient, des éléments qu'on retrouve partout et qui sont totalement intégrables à notre façon de voir le monde, et même qu'il y a aujourd'hui, je pense, urgence à réintégrer notre vision du monde. Ce qui m'avait frappé, c'est effectivement de lire que ces peuples vivent sur la planète en des endroits où la biodiversité est la plus riche. Parce qu'ils sont en capacité d'en prendre soin, mais que c'est évidemment à cause de ça qu'ils ont subi notre propre culture, en fait, et que notre culture a cherché à les écarter. Et effectivement, la force de la résilience, un ami dernièrement faisait remarquer que ce sont aussi des cultures qui sont millénaires, alors que la nôtre est encore toute jeune, en fait. Donc c'est une culture non seulement millénaire, mais qui a pu tenir le coup malgré les oppressions qu'ils ont subies. Oui. Oui, parce que justement, alors à la fois ce sont les gardiens de la biodiversité sur Terre, de la planète, donc je crois que c'est 80% des milieux qui sont préservés aujourd'hui le sont grâce à eux. Voilà, donc c'est quand même énorme. Et puis, ce que je perçois moi aujourd'hui, c'est que s'ils ont su à la fois survivre, s'adapter et préserver, et continuer de préserver, de continuer à rester en lien avec les milieux dans lesquels ils vivent, c'est précisément parce qu'ils ont intégré à leur façon de penser, à leur vision du monde, ils ont dans leur pensée quelque chose de profondément vivant. Donc ils pensent de façon vivante. Là où nous, notre pensée, quelque part, c'est extraite du vivant et continue de s'extraire du vivant. Jusqu'où, c'est la question qui se pose aujourd'hui pour nous. Donc, j'ai envie de partager pour poursuivre l'extrait d'un livre de Robin Wall Kimmerer, qui est membre de la nation Potawatomi du nord des États-Unis et qui est aussi scientifique, et qui écrit un livre magnifique qui s'appelle « Tresser les herbes sacrées ». Magnifique. Elle dit « Dans l'esprit des colons, la terre était propriété ou bien immobilier, capital ou ressource naturelle. Mais aux yeux de notre peuple, la terre est un bien commun, un tout. Identité, lien avec nos ancêtres, habitat de nos parents non humains, pharmacie, bibliothèque et notre subsistance. Une terre où nos responsabilités envers le monde étaient édictées et sacrées. Elle n'appartenait à personne. Ses ressources, entre guillemets, étaient dons et non marchandises. Aussi ne pouvaient-elles être achetées ni vendues. Les peuples amérindiens contraints de quitter leurs territoires ancestraux ont emporté dans leur exil leur vision du monde. Alors moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ton livre, le premier que tu as écrit sur ce sujet, qui s'appelle « Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui », c'est l'universalité de leur pensée, de tous ces peuples qu'ils vivent aux États-Unis, en Mongolie, en Australie. En fait, ils ont une représentation du monde et de leur place dans l'ensemble de l'écosystème qui est la même. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement puissant. Et pour moi, ça a été là où, dans notre culture, on cherche des solutions qui sont en général séparées les unes des autres, cloisonnées. Une solution pour la question de l'eau, une autre solution pour la question du changement climatique, encore une autre solution pour la question de l'agriculture. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est cette culture universelle, profondément enchevêtrée à celle du vivant. Et je te propose de nous en parler. Alors, je pense que si des anthropologues nous entendent, ils vont dire « Ouh là là, mais non, c'est une immense diversité de cultures. » Et oui, c'est une immense diversité de cultures. Mais, à l'intérieur de cette immense diversité de cultures, si on va chercher
ce qui nous touche, on se rend compte que précisément c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que ce lien au vivant, ce lien à la terre, il est universel. Et c'est à partir de ce lien au vivant et de ce lien à la terre que se sont construits leurs cultures. Ce sont des cultures, c'est-à-dire reliées à la terre, quoi, tout simplement. Et du coup, ça pose la question, est-ce que nous avons encore une culture ? Parce que ce lien, l'extrait que tu viens de nous lire, là, il est édifiant, parce que elle nous explique clairement que dans leur vision, la terre n'appartient à personne. Et j'irai un tout petit peu plus loin en disant même qu'ils ont la conscience que c'est eux qui appartiennent à la terre, et non pas le contraire. Nous appartenons à la terre, notre corps appartient à la terre. Mais nos pensées aussi appartiennent à la terre et au vivant. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant, enfin leurs visions du monde sont vraiment intéressantes et leurs cultures sont vraiment intéressantes, parce que elles viennent nous dire j'ai pas une pensée déconnectée, j'ai pas une pensée qui m'appartient, je suis pas libre de penser tout ce que je veux comme je veux, d'imaginer ce que je veux, d'être complètement déconnectée de la terre, parce qu'à un moment ça me reviendra, à un moment la terre me rappellera que je fais partie d'elle. Et c'est probablement que quelque part en ce moment on est en train d'arriver à ce point où la terre nous rappelle que nous faisons partie d'elle et qu'il est temps que notre pensée aussi se remette à l'intérieur de ce schéma-là. Donc ça veut dire revoir autrement notre façon d'être, revoir autrement notre façon de penser, d'où la responsabilité dont elle parle tout à l'heure. Le mot responsabilité qui intervenait, c'est que nous avons une attitude qui consiste à essayer de nous émanciper du vivant. Et si nous nous émancipons du vivant, nous ne serons plus vivants. Donc il y a vraiment quelque chose dans notre pensée à retravailler pour nous remettre dans les schémas du vivant. Et ces cultures-là ont des clés pour ça, pour apprendre à repenser vivant, pour apprendre à nous remettre en lien selon des principes et des lois du vivant, pour arriver à refonctionner ensemble comme des vivants avec d'autres vivants, et donc bien sûr en relation avec tous ceux qui partagent cette mer, cette mer dans laquelle nous baignons en fait. Mer, dans toutes les traditions, ils parlent de la terre-mère, les Kogis parlent même de la mer, simplement, et nous baignons dans cette mer qui nous soutient, qui nous nourrit, qui nous soigne, qui nous permet de savoir qui nous sommes. Ça, nous l'avons oublié, alors que ces peuples-là le savent. Ils savent qu'elle est aussi une psychologue, aussi une initiatrice. Et tout ça, nous avons à le réapprendre encore aujourd'hui. Oui, quand tu parles de ça, moi, il y a une question qui me viendrait, qui dirait et quoi ? Et on n'a pas le libre arbitre et en tant qu'espèce supérieure, on peut pas faire les choses comme on l'entend. Et finalement, je me dis qu'en fait, l'invitation de ces peuples, en fait, nous, comme on a voulu sentir, vivre, incarner profondément qu'on avait le libre arbitre et que de toute façon on avait la science et on avait la technique et on avait la force, etc. On pouvait être au-dessus, mais ça nous force à lutter contre, en fait, à maintenir, à essayer de maîtriser, à essayer de maintenir le pouvoir sur le vivant, qui est quand même non seulement plus ancien, mais plus élaboré que nous, plus complexe que nous. Et finalement, j'ai l'impression, en t'entendant dire ça, c'est que finalement la liberté que peut-être vivent ces peuples, c'est justement de danser dans les pas du vivant. C'est la liberté d'emboîter le pas. C'est la liberté de connaître et d'aimer et du coup de danser en harmonie avec ce vivant. Cette liberté-là est beaucoup plus enviable. Elle permet de sortir de la lutte contre. Elle permet d'être dans le mouvement avec. Elle permet d'être libre, en fait. Elle permet d'être vraiment libre. Parce que finalement, nous sommes des cultures du contrôle.
justement tout ce confort que tu évoques, tout ce qu'on met en place pour ne pas subir le vivant tel qu'il peut nous paraître nous échapper, ou parfois rude, parce que oui, parfois, enfin voilà, quand il fait froid, notre planète n'est pas un paradis partout, donc il y a quand même effectivement des espaces où on a besoin de se protéger, tout être a besoin de se protéger, qu'il soit humain ou pas, hein. Mais peut-être qu'on est allé un petit peu loin, nous, dans le besoin de contrôle, et c'est-à-dire que là où chez ces peuples c'est intéressant de voir qu'effectivement ils dansent avec ce qui est, c'est un des exemples que me donnait par exemple Kim Pash, qui connaît bien les Premières Nations du Yukon, hein, au nord du Canada. C'est qu'ils vont, par exemple au début de l'hiver, ils vont pas stocker tout le bois pour tout l'hiver, non, il y a une forme de confiance dans la vie qui fait que ils vont effectivement rentrer du bois pour pouvoir se chauffer, mais au fil du temps, ils vont continuer, parce qu'ils savent que la vie continue, parce que ça, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est effectivement, on connaît les éléments, bien sûr, on connaît très bien les saisons, on sait très bien ce qui va se passer, ils ont plein d'indices, parce qu'ils observent, ils sont en permanence dans l'observation, dans le lien sensoriel avec le monde dans lequel ils sont, donc ils vont voir et sentir plein de choses sur est-ce que c'est le moment d'aller chasser le caribou ou pas, alors que les caribous n'ont pas encore pointé le bout de leur nez, etc. Et il y a tous ces éléments-là qu'ils savent parfaitement, qu'ils connaissent parfaitement, donc ils peuvent danser avec parce qu'ils connaissent la danse en fait. Alors que nous, on s'est coupé de la danse, on a dit on va arrêter de danser. On va se prévoir un bel espace bien chaud pour rester au chaud tout l'hiver, etc., pour prévoir les récoltes sur des années. Et on est tellement dans le contrôle qu'à l'arrivée, quelque chose se fige à l'intérieur de nous et on n'est plus dans la danse. On n'est plus dans la danse avec la vie. Donc il y a moins de joie, donc la joie de vivre qu'on ne va pas forcément apprendre à nos enfants, on va plutôt les mettre dans des modèles aussi qui sont contrôlants, etc. Et ça se reproduit de génération en génération et de plus en plus fort jusqu'à arriver à nos sociétés aujourd'hui qui sont hyper modernes et où tout non seulement doit être contrôlé, mais tout doit être immédiat. Là où le vivant est dans on va dire un temps plus long et une cyclicité dans laquelle nous ne sommes plus. Tout à fait. Et quelque chose qui m'a frappée aussi, et que je partage dans mon livre, là, Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer, c'est il me semble que ils ont un savoir incroyable. Ils ont un savoir incroyable sur les plantes, sur les propriétés médicinales des plantes, mais aussi sur le lien entre telle plante et tel animal et tel autre animal, et comment on peut danser avec ça. Ils ont une connaissance incroyable sur le cosmos, sur les étoiles que nous on découvre par le biais de la science, mais ils ont en fait un savoir que je qualifie de chaud. Tu viens d'en parler, c'est-à-dire qu'ils utilisent tout leur corps, ils utilisent tout leur sens, ils utilisent leurs émotions, ils utilisent leurs intuitions, ils utilisent leur observation, ils ont une qualité de présence à ce qui est énorme. Donc en fait, ils utilisent l'ensemble des aptitudes qui ont été attribuées à notre espèce, hein, les aptitudes sensibles et puis les aptitudes intellectuelles, parce que du coup, ils peuvent modéliser ça. Oui, ils pensent. Alors, voilà. Ils pensent comme nous, oui. Absolument. Alors que nous, on a ce que j'appelle plutôt un savoir froid, c'est-à-dire qu'on a énormément de connaissances, mais très intellectuelles, très mentales, très théoriques, avec une très grande difficulté à passer à l'action derrière. En fait, eux, d'après ce que j'ai pu observer en fréquentant certains et puis en lisant ton livre, une prise de conscience et une prise de connaissance entraîne une mise en action. Et nous, alors, pour le moment, je trouve que c'est vraiment intéressant à observer, c'est qu'on a un tel foisonnement de connaissances et une incapacité à passer à l'action. Hein. Il suffit de voir ce qu'a donné le 2e rapport alarmiste du GIEC, le peu d'écho que ça a, et puis en fait ça fait des années qu'on sait qu'on va dans le mur et aucune action en proportion qui soit proposée. Et là où dans notre culture on a plutôt dit déjà depuis le siècle des Lumières, les émotions, il faut s'en méfier, la sensibilité c'est pour les femmes et pour la nature, voilà, tout ça c'est un peu dangereux, intellectualisons tout. En fait on se rend compte à quel point là où la nature humaine
offre une espèce de générosité, de captation, de perception. Nous, on s'est construit un monde de rareté dans les canaux qu'on utilise pour percevoir le monde. Ben, c'est encore une question de contrôle. Hein. C'est-à-dire que l'intellect, on le contrôle, on voit où va la pensée, on peut, voilà, c'est pour ça qu'on l'a rationalisée, hein, pour bien la délimiter. Et dire c'est elle qui prend le dessus, parce que c'est Descartes, le siècle des Lumières, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose où la pensée prend le dessus. Alors c'est intéressant parce qu'en plus, si on va creuser plus loin, les Lumières se sont beaucoup inspirées des peuples autochtones. Donc si vraiment on va jusqu'au bout, on se dit tiens, ils sont inspirés, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'inspiration, c'est-à-dire ils sont allés sur l'inspiration de la pensée, sur prendre soin, etc., mais pas du tout sur la notion justement d'une autre intelligence que nous avons. Je parle d'intelligence perceptive en général, parce qu'effectivement, il y a chez tous ces peuples, où qu'ils soient, alors c'est intéressant de savoir que c'est leur savoir et leurs connaissances qui sont fondées sur cette intelligence perceptive. C'est-à-dire que pour eux, la connaissance préexiste, elle est dans le monde, elle est autour de nous, donc nous avons juste à aller la capter, la chercher, la ressentir. Et effectivement, après, bien sûr, ils utilisent, donc, comme je disais, ils pensent, hein, donc ils utilisent des capacités intellectuelles, mais il y a quelque chose qui est connecté, en fait. Et même quand ce travail de connexion d'intelligence perceptive, à un moment, il ouvre à quelque chose de plus subtil qui nous est pas forcément familier chez nous. Alors, on met le mot intuition dessus, quelque chose comme le sixième sens, mais c'est vrai que oui, quand on est dans une connexion à travers les sens, quand on est dans une connexion sensorielle, voire sensuelle, parce qu'il y a du plaisir à être en lien avec le monde qui nous entoure, avec la nature particulièrement, parce que c'est parfois plus dur au cœur d'une ville. Mais quand on est dans cette reliance sensuelle avec le monde, il y a une autre dimension qui s'ouvre, qui est de l'ordre de l'intuition, du sixième sens. Et ça, on le retrouve chez tous ces peuples-là, hein, ça existe. Il est même dit qu'autrefois, ils n'avaient pas besoin de parler, ils se comprenaient par une autre forme d'intelligence. Aujourd'hui, moins, parce que voilà, nous avons mis en place une façon de fonctionner qui est un peu aujourd'hui, qui est présente partout, hein, dans le monde. Donc il y a effectivement cette intelligence perceptive qui permet, je parlais tout à l'heure de l'exemple des caribous là, ils savent quand ils arrivent, voilà, ils savent. Et si on leur demande d'expliquer, peut-être qu'ils ne sauront pas expliquer pourquoi rationnellement. Mais par contre, ils savent qu'ils sont là et ils sont là. Donc voilà, il y a cette dimension-là que nous, on a complètement mis de côté pour plein de raisons, parce que voilà, c'était pas rationnel, parce qu'on ne peut pas contrôler ça, comme on ne peut pas contrôler l'intuition, le sixième sens. Des fois, on a des perceptions, puis c'est pas tout à fait juste. Donc voilà, on a ce besoin d'être sûr d'avoir raison, qui a émergé avec notre façon de penser, qui a aussi fait qu'on a mis de côté tous les savoirs qui n'étaient pas issus de cette façon de penser. Il faut savoir aussi que chez ces peuples-là, on retrouve un peu partout, donc effectivement une grande connaissance des plantes, mais qui est liée, manifestement, quand on leur pose la question et quand on explore la façon dont ils le vivent, elle est liée à une capacité à se connecter à ce qu'on traduit par l'esprit des plantes, c'est-à-dire à la mémoire des plantes ou des animaux, ou enfin quelque chose qui est dans l'invisible. Et donc ils ont à travers cette intelligence-là, cette intelligence perceptive, la capacité à se connecter à ça, ce qui leur a permis de découvrir et de connaître et de se mettre en lien avec de nombreuses plantes, sans avoir à aller faire du criblage comme le fait notre science aujourd'hui pour essayer de trouver des remèdes. Parfois, il y a beaucoup d'exemples de guérisseurs qui vont se connecter à l'esprit de la plante pour pouvoir soigner quelqu'un. Ça existe encore et ça existait de tout temps. Et c'est intéressant de se dire que probablement, nous aussi, on a fait ça. avant de vouloir mettre tout dans des cases. Et il y avait cette intelligence-là. Et aujourd'hui, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de se dire, comment on peut renouer avec ça ? C'est pas du tout jeter les apports de notre science et de nos derniers siècles de découverte, pas du tout ça. Mais c'est vraiment comment
Est-ce que les deux peuvent commencer à fonctionner ensemble? Parce que ces peuples-là, aujourd'hui, font aussi appel à notre médecine, dans la mesure où notre culture vient semer un peu des déséquilibres dans les leurs, ils ont aussi besoin de nos remèdes. Et réciproquement, ça peut être intéressant qu'on aille chercher cette autre façon de se connecter, d'être en lien avec le vivant qui nous montre encore aujourd'hui. Oui, je pense qu'effectivement, ce qui est probablement très souhaitable, c'est une nouvelle alliance en fait, entre ce sensible, la partie sensible et la partie intellectuelle, rationnelle, la partie perceptive, la partie plus corporelle et l'esprit, voilà, et de cesser d'être dans un monde dichotomique, voilà, et de polariser les choses, parce que finalement le vivant, lui, quand on l'observe, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, tant qu'on se maintiendra dans cette pensée dichotomique, on ne pourra pas entrer dans son pas de danse, sauf que, comme lui, son pas de danse, il est circulaire, comme tu le rappelais au début de l'épisode, il nous renverra une réponse circulaire. Et ça, c'est encore une chose qui m'a vraiment frappée chez ces peuples, c'est à quel point ils se sentent responsables de leur environnement, de l'endroit où ils vivent et de la terre, jusqu'à la 7e génération. Et j'avais cherché, je m'étais questionnée sur pourquoi jusqu'à la 7e génération. Peut-être tu auras une autre réponse. Moi, ce que j'avais trouvé, c'était le fait que ces peuples sont conscients que, effectivement, la terre, elle fonctionne de manière cyclique et que le cycle revient toujours, mais avec un effet retard. Et que l'effet retard d'une action menée aujourd'hui peut effectivement se ressentir jusqu'à la 7e génération. Et je trouve ça très impressionnant. Nous qui, ces derniers siècles, on a plutôt été dans chaque génération qui détruit un peu plus, voilà, de se posturer comme avec une responsabilité jusqu'à la 7e génération, c'est assez énorme. C'est énorme, effectivement, ton interprétation me semble être la bonne sur les 7 générations. C'est quelque chose comme la capacité de régénération et puis de mémoire aussi peut-être. Il y a les générations à venir et puis il y a les générations qui étaient là avant nous aussi. Donc il y a, dans cette idée, enfin, dans leur vision, il y a effectivement l'idée de se placer comme un espace de transmission. C'est-à-dire c'est pas j'existe et je vais imprimer ma marque sur la terre. C'est plutôt, j'ai reçu de cette génération d'ancêtres cette terre, et ma responsabilité, elle est de la transmettre aux 7 générations qui vont suivre. Donc il y a vraiment une vision sur le temps long, et aussi à travers ça l'idée qu'on n'est qu'un point de passage de quelque chose qui continue à tourner, qui continue à tourner, la vie qui continue à tourner à travers soi et qui sera transmise aux générations futures. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est imprimée dans leur vision, dans leur culture, dans leur façon d'être, qui change tout, parce que oui, nous, on a peut-être du fait qu'on n'a pas appris ça, besoin d'exister. Alors qu'à partir du moment où on sait qu'on a cette responsabilité quand même de récupérer ce qu'on nous a donné pour le transmettre sur cette génération, on a peut-être un peu moins besoin d'exister, parce qu'on sait que de toute façon, si on n'existe pas, ça ne sera pas. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin et d'exister et d'imprimer notre marque sur j'existe et voilà ce que j'aurais fait de ma vie, et regardez tous et mes enfants et mes petits-enfants ce que votre arrière-grand-père ou grand-père aura fait. Il y a moins ce besoin d'exister, égotique, disons-le, on va employer le mot. Il y a quelque chose comme être au service à la fois des ancêtres et des générations à venir. Ouais. Et de l'ensemble du vivant. Et du vivant, bien entendu. Alors, est-ce que tu peux me dire comment cette vision du monde, où ils se sentent appartenir à l'ensemble du vivant, c'est une vision systémique, non séparée, interconnectée, avec une relation intime entre l'ensemble des règnes et des espèces, mais aussi avec l'invisible, comment est-ce qu'ils traduisent ça dans leurs règles sociales, dans leur manière de vivre ensemble, mais aussi dans leur spiritualité? Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous partager, quelques beaux récits?
Ben, on retrouve l'idée, par exemple, d'avoir des liens entre les humains et les animaux un petit peu partout. En Amérique du Sud, il y a plein de peuples qui parlent de grands-tantes, de cousins, d'oncles, etc. pour les animaux. C'est-à-dire qu'ils se considèrent faire partie de la même famille, en fait. Alors, on retrouve ça chez les Kogi, qui ont des clans associés à des animaux. Les aborigènes d'Australie, bien sûr, ils ont des liens directs avec un ancêtre animal. Donc ça, on retrouve cette idée-là partout. Et chez ces peuples, souvent, faire partie d'un clan animal, c'est pas juste une étiquette. C'est vraiment vivre comme l'animal. C'est parfois ne pas le manger. C'est tout connaître de l'animal. Donc c'est aussi le sauvegarder. C'est aussi connaître toute sa vie et faire en sorte que les écosystèmes puissent continuer à être en équilibre grâce à cette connaissance. Donc c'est à la fois spirituel d'une certaine façon, mais ça se traduit complètement dans la matière. Et puis il y a aussi cette idée, on retrouve ça dans pas mal de traditions amérindiennes et aussi en Mongolie, en Sibérie, d'être en lien par l'esprit, donc au niveau spirituel, avec des animaux. Chez les Lakota disent le monde est déposé en nous. C'est-à-dire que dans notre esprit, quelque chose qu'on pourrait aller chercher en passant par l'intérieur de soi, le monde entier existe, il est là. Et dans ce monde-là, il y a des formes, et ce sont les mêmes formes que celles qu'on voit à l'extérieur. Donc c'est des formes animales, c'est des formes végétales, c'est des formes minérales. Et ces éléments-là, ils sont tous en nous, et on peut rentrer en relation avec eux d'un point de vue spirituel. Et rentrer en relation avec eux d'un point de vue spirituel, c'est aussi prendre conscience de leur existence dans le monde extérieur. Et en fait, ça raconte quelque chose, c'est que pour eux, le spirituel n'est pas détaché de la matière. Au contraire, si j'ai, je sais pas, je vous dis ça au hasard, si j'ai comme animal totem ou allié ou ressource selon les traditions, allez, au hasard, un ours, et que je rencontre un ours dans la vie, il viendra me raconter quelque chose autant que l'ours que je rencontre dans un espace spirituel. Et tout ça est relié, en fait. Il n'y a pas de séparation, en fait, entre le spirituel et le matériel. Donc la façon dont je vais me mettre en relation avec le monde spirituel à l'intérieur de moi va faire émerger le monde extérieur, matériel, et le monde matériel va venir me raconter des choses sur ce que je dois savoir dans le monde spirituel. Donc c'est une interrelation permanente en fait entre les deux, et il n'y a pas de séparation. Donc forcément, dans cette vision-là du monde, on ne va pas abîmer le monde extérieur. Si on va prélever un animal pour le manger, par exemple pour nourrir sa famille, il y aura la conscience que c'est un don que l'animal nous fait, donc on va lui faire un contre-don, une offrande, on va faire quelque chose pour marquer que oui, dans ma conscience, je sais que ce don que tu m'as fait, un jour, je le rendrai d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc et ça amène la conscience de faire partie du vivant et de faire partie des cycles du vivant. Donc tout est relié. Oui, finalement, ce que tu évoques, je trouve qu'on peut le vivre quand le printemps arrive, qu'on sort de l'hiver, que ça fait des mois qu'on est couvert de pulls, qu'on a nos chaussettes, nos écharpes, et qu'on a ces premiers rayons du soleil qui nous font nous donner envie de nous installer à une terrasse, et qu'on sent ces premiers rayons du soleil, on peut vraiment sentir qu'on est un peu comme une fleur. On peut sentir à l'intérieur de nous qu'on est aussi des êtres qui appartenons à cette planète, qui avons besoin de ce soleil. Et ça, je pense que c'est des toutes petites traces qu'on a encore dans nos vies ici et que l'on peut reconnaître quand on plonge dans l'océan, tous ces moments où on a le plaisir d'être avec ces éléments. Et finalement, ces peuples, ils poursuivent le chemin avec tous ces êtres ou ces éléments jusqu'à les connaître finement et aller voir en quoi ils peuvent leur donner des messages, leur donner une lecture d'un événement ou autre. Et puis finalement, si on poursuit avec notre pensée rationnelle, on sait que nos corps sont faits de plus de 80% d'eau, que finalement nos os sont faits de calcium comme les roches,
Et donc, ce n'est absolument pas une hérésie de dire l'eau est en moi comme elle est à l'extérieur et la roche est en moi comme elle est à l'extérieur, en fait. Hein, c'est notre pensée qui a voulu séparer. Notre pensée a séparé alors que notre corps est notre terre. La première terre que nous habitons tous les jours, c'est notre corps. Ça, c'est le point de vue matériel. Mais si on va au-delà, dans la perception de ces peuples, il y a quelque chose qui va au-delà de la matière séparée. C'est-à-dire que tout est en interrelation, tout est information. Alors, je vais mettre le mot d'énergie parce qu'on peut traduire ce mot énergie qu'utilisent les médecines chinoises et ayurvédiques, par exemple. Il est présent, il y a l'équivalent chez tous ces peuples-là. Donc il y a quelque chose comme tout ce qui était aussi énergie. Donc tout ce qui est en interrelation à travers l'énergie. Voilà, donc il y a il n'y a pas de limite en fait. Il y a même des peuples chez lesquels je crois que c'est les Surhuis qui s'appellent les 10 doigts, mais le mot corps en tant que tel n'existe pas. Dans leur langue. Donc c'est intéressant d'aller voir que notre perception du corps, moi, séparé du monde, pour certains de ces peuples-là, elle n'existe pas. Dans les langues, dans certaines langues des aborigènes d'Australie, il n'y a pas ma gauche et ma droite, par exemple. Mais ça va être, selon vers quoi je me tourne, ça va être mon bras qui est au sud ou mon bras qui est au nord. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'ils ne se perçoivent jamais séparés du monde. C'est énorme. Quand on imagine ce que dans la pensée ça peut vouloir dire, c'est que nous sommes le monde. Enfin, là, ça veut dire être le monde. Nous sommes le monde, mais vraiment jusqu'au cœur de nos cellules, quoi. Donc, se considérer séparé du monde, pour eux, c'est quelque chose qui est artificiel, abstrait. Donc, totalement abstrait. Et peut-être que le fait que notre pensée ait créé ce concept abstrait d'être séparé du monde fait qu'on s'en sépare de plus en plus aujourd'hui. Alors ce concept d'énergie dont tu parles me fait penser à une histoire que m'avait racontée Lorenza Garcia, qui fréquente beaucoup le peuple diné, les Navarros, et qui dit que chez les Navarros, les juges sont des femmes. Et des femmes parce qu'ils estiment que les femmes sont plus sensibles à la relation, aux interrelations entre les choses. Et donc ces femmes, elles étudient évidemment à l'université le droit, et puis quand elles rentrent dans leur communauté, elles ajoutent au droit et à la loi les lois de la communauté. Et que lorsque quelqu'un réalise une exaction, un vol, un meurtre ou autre, bien sûr cette personne est arrêtée et mise en prison, mais que ce qui va se passer, c'est qu'on va réunir l'ensemble de sa communauté pour essayer de comprendre ensemble et systémiquement, parce que pour eux, quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un a un souci comme celui-là, ce n'est pas la personne seule qui est en cause, mais c'est un symptôme qui sort par un membre de la communauté. Et donc, cette personne en prison va vivre plusieurs séances comme ça, que l'on appellerait ici approche systémique, avec l'ensemble de sa communauté, pour comprendre à quel moment dans son histoire il a perdu le lien avec ce que les dîners appellent ozo, qui est l'harmonie, et il va pouvoir faire des rituels, des huttes de sudation, il va être suivi par un chaman pour essayer de réparer ce lien déchiré. Et que là où ça va encore plus loin, c'est qu'il va y avoir aussi sur le lieu de l'exaction un nettoyage énergétique, il va y avoir un rituel pour éviter qu'un tel acte se reproduise au même endroit. Et ça, je pense que nous, si on connaît tous comme ça des endroits, il y a par exemple des endroits, des magasins qui n'en finissent pas de changer d'enseigne. Tous les 6 mois, tous les ans et demi, changent d'enseigne. Ou des lieux où on se sent mal, où on ne peut pas rester dans une maison, on arrive dans une maison, un appartement, et on a appris que cette maison ou cet appartement a connu une multitude d'occupants, parce qu'il y a quelque chose qui énergétiquement qui nous rend mal à l'aise. Et la grande différence, c'est qu'eux en font quelque chose, et nous, en général, on n'en fait rien.
On a même peur d'en parler, on a peur d'être pris pour un marginal, quelqu'un qui a des idées farfelues, alors qu'effectivement, je pense que ce vivant, il se construit bien dans le visible et l'invisible et le profondément énergétique. Oui. En effet, même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, dans ces espaces-là où il a pu y avoir effectivement ce que j'appellerais une disharmonie, pour utiliser un mot large, remettre de l'harmonie, ça semble être le moyen en tout cas de remettre du mouvement pour que l'harmonie puisse revenir. Ça semble logique, c'est presque rationnel comme pensée. C'est vrai que chez nous, en fait, on met ça sous le tapis, on veut pas le voir, on veut même pas y penser, et surtout on se dit oulala, si on remue quelque chose qui s'est passé, ça va prendre des proportions pas possibles. Mais parce que encore une fois, c'est probablement une question de peur de voir les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles ont été. Alors que chez ces peuples-là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand justement on vit quelque chose comme une expérience traumatique, on va au contraire la partager, en parler dans un groupe, sécurisé bien sûr, mais entouré par le chaman ou par des choses comme ça, par des personnes, des sages ou des hommes médecine, mais on va regarder le problème, effectivement. On va regarder le problème. On va pas faire comme s'il n'existait pas et vite passer à autre chose. Au contraire, ça va être chez les Bushmen, il y a cette histoire que je raconte dans mon dernier bouquin sur la connexion à la nature. Quand ils vivent une expérience traumatique, quelle qu'elle soit, un accident ou quoi, le soir, ils vont se réunir autour du feu, ils vont raconter, ils vont même le mimer, ils vont le revivre, etc., jusqu'à ce qu'ils puissent rire autour de ce qui s'est passé. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une guérison collective et que le traumatisme, il ne va pas s'installer. Chez nous, on n'en parle pas, on le garde chacun à l'intérieur de soi, donc on est tous avec nos souffrances et nos blessures, et alors que collectivement, le fonctionnement des humains fait qu'il y a une possibilité de guérison collective. Et chez nous, dans un système individualiste où on se voit chacun séparé, encore une fois, on a tendance à dire ok, ça c'est ton problème, ça t'appartient, rentre chez toi et gère-le, ou va chez le psy et gère-le, mais surtout ça ne m'appartient pas à moi non plus, alors que tous les problèmes humains nous appartiennent à tous en fait. Et ça c'est intéressant de le voir dans les modèles qui sont inspirés de ces peuples-là, comme le modèle Shields, par exemple, qui est allé s'intéresser aux Bushmen et tout ça, on voit bien qu'un problème qui est révélé est toujours un problème qui appartient à toute une communauté, et non pas juste à la personne. Oui, et puis tu dis qu'effectivement, nous, on en a peur, donc on met sous le tapis, mais ce que je vois aussi, c'est que culturellement, on n'en a pas la grammaire, on n'a pas les outils pour les regarder, on n'a pas les outils pour les traiter, on n'a pas les outils pour les accueillir, pour les transformer. Et voilà, moi, ça me fait naître une tristesse, une espèce d'appauvrissement de la culture, alors qu'effectivement, tu disais que nous aussi, par le passé, oui, on a été celtes quand même à un moment. Notre culture celte était tout à fait similaire à cette culture des peuples que l'on observe aujourd'hui. Et donc, quel dommage, quelle tristesse que cet appauvrissement, et alors quelle joie de se dire qu'en fait, on a tout sous la main. Parce qu'il suffit effectivement de reprendre confiance dans ce qu'on ressent, de recommencer à l'exprimer les uns aux autres, d'accorder de la valeur à une impression, à une sensation, à un mal-être, d'en faire quelque chose. Il ne faut pas grand-chose en fait pour passer ce cap et retourner notre culture. Arriver vraiment à un retournement de culture important qui pourrait nous reconnecter à la fois à une culture qui est inspirée de leur culture à eux, mais finalement à une culture du vivant, qui, moi je me dis souvent finalement, si le vivant n'avait pas voulu que l'on soit sensible, que l'on puisse utiliser notre vue, notre ouïe, notre odorat, nos sens, tout notre corps, notre toucher, tout l'ensemble de notre corps est un grand organe du toucher. S'il n'avait pas voulu qu'on ne prenne pas conscience, il n'aurait pas créé notre espèce en fait. Donc comment on célèbre ça et comment
on déploie l'ensemble de nos aptitudes pour entrer en relation avec l'ensemble du monde, puisque tout ça nous est donné à chaque instant. En utilisant tout ça, tout ce qui nous est donné, en utilisant tout ce qui nous est donné, c'est vrai, déjà le premier point pour notre culture, c'est par rapport en tout cas à ce qu'on peut voir dans les cultures des peuples racines, le premier point c'est pour nous de mettre un peu en veilleuse le mental et l'intellect. C'est pas le faire taire, parce qu'on en a besoin et il est vraiment très utile, et en plus... peut-être que justement, si notre culture est arrivée à ce point à être dans une culture du mental et de l'intellect, c'est qu'il y a une fonction là-dedans, certainement, il y a un besoin de ça. Mais aujourd'hui, justement, peut-être que ce qui nous est demandé pour rééquilibrer, le mental, c'est l'esprit, ça pourrait être quelque chose comme le ciel, quelque chose de peut-être un peu plus masculin, et le corps, la matière, ça pourrait être quelque chose comme la terre, quelque chose comme l'énergie féminine. Peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est demandé de rassembler les deux, c'est-à-dire de revenir dans nos ressentis, qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça marche pour les deux. C'est vraiment revenir dans cette sensibilité, dans ce corps terre qui ressent la vie et qui, à partir de ce ressenti, peut commencer à acquérir une connaissance de la terre, du monde matière, de la vie, du vivant, qui peut alors se marier effectivement harmonieusement avec l'esprit. Donc il y a cet espace-là qui certainement aujourd'hui est à réharmoniser. Ce que tu dis me fait penser à Annick de Souzenel, psychothérapeute et théologienne, spécialiste de la Kabbale, quand elle parle d'Adam et Ève. Elle dit que finalement Ève n'est pas, comme on l'a dit, produit de la côte d'Adam. C'est une mauvaise traduction, mais que Ève est le côté d'Adam, est son âme, l'autre côté de l'Adam, c'est-à-dire de l'homme, de l'humain, et que finalement le rôle d'Adam, c'est toute sa vie, c'est d'aller découvrir et recréer une relation avec son Ève, c'est-à-dire avec son âme, et de pouvoir créer de l'harmonie et de vivre ensemble. Voilà. Et puis ce sujet d'Adam et Ève et du masculin et du féminin m'amène à te demander comment c'est dans ces peuples la relation masculin-féminin, homme-femme. Voilà, est-ce que prendre soin du vivant est dévolu à un rôle plutôt qu'à un autre? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, il y a de multiples cultures, donc il y a de multiples modèles, bien sûr. Il y a des modèles patriarcaux, il y a des modèles matrilinéaires, où donc matrilinéaire, c'est transmission par la mère, et en fait la terre est transmise par la mère appartient à la mère. Et c'est vrai que il y a un point commun qu'on peut retrouver un peu dans toutes ces cultures, c'est l'idée que le féminin, c'est la terre. Et le masculin se met au service de la terre. Voilà. Donc il y a cette notion de... être une femme, c'est être la terre, c'est être le vivant, peut-être encore plus qu'être un homme, parce que c'est aussi vivre quelque chose comme les cycles, c'est comme donner la vie. Et le masculin est là pour permettre cela, mais c'est pas lui qui est directement qui est directement en train de vivre ces espaces-là. C'est intéressant de voir qu'effectivement dans les cycles féminins simplement sont en lien avec les cycles de la Terre, de la Lune, et que peut-être par la biologie, les hommes ont une distance plus grande par rapport à ces cycles-là. Donc c'est intéressant de voir que dans ces cultures-là, oui, c'est très présent, qu'il y a des rituels que les hommes vivent, que les femmes ne vivent pas parce que leur corps leur fait déjà vivre régulièrement ou à travers la maternité, et que à l'inverse, les femmes vivent un certain type, par exemple, de rituels de passage que les hommes ne vivront pas parce que les rôles ne sont pas les mêmes transposés dans notre culture. Moi, j'aime bien le dire en termes d'énergie, parler plus d'énergie féminine et d'énergie masculine parce que
il y a aussi la complexité dans certaines cultures d'avoir ce qu'on appelle les bispirituels, c'est-à-dire des hommes qui se sentent femmes et des femmes qui se sentent hommes. Donc ça existe aussi. Donc pour ne pas limiter à un genre, je trouve que c'est intéressant de parler plutôt d'énergie, ce qui nous ramène à l'idée que nous avons tous les deux énergies en nous et que l'idée c'est de les équilibrer. Alors peut-être qu'effectivement dans un corps de femme, pour la plupart des femmes, c'est intéressant d'aller explorer le côté féminin et de trouver la place du côté masculin. Et ensuite, effectivement, le chemin, c'est la complémentarité des deux. Alors, pour revenir à ces peuples racines, il y a un peuple dont le nom m'échappe, là, mais qui est quelque part en Amazonie, qui a été étudié par un anthropologue brésilien et qui expliquait que, en fait, le but, donc c'est un peuple non contacté, ou presque en tout cas, qui a très peu de contact avec nos cultures. Et le but pour eux, ultime en fait, de l'être humain, de venir sur Terre, c'est de vivre le couple féminin-masculin. Le reste est secondaire, c'est-à-dire même vivre la chasse, etc. Enfin, entretenir l'espace dans lequel ils vivent, c'est presque secondaire sur l'idée de réussir le couple. Alors, je trouve l'idée très très belle, évidemment, mais on a un petit peu du chemin, je crois, encore. Et peut-être que quelque part, c'est ce chemin-là qui peut rejoindre l'idée de remettre de l'équilibre entre notre pensée et notre lien à la Terre, et donc remettre aussi peut-être un peu d'équilibre dans le vivant. Mais là aussi, le vivant nous a créé avec une partie qui est un corps masculin, une autre partie qui est un corps féminin, et une conscience là-dessus. C'est peut-être parce qu'on a des choses à apprendre là. Il y a un terrain d'apprentissage, et que l'espèce, elle est complète qu'avec les deux. Voilà, et donc je trouve ça intéressant d'aller chercher, d'aller regarder, d'aller honorer la complémentarité entre les deux, plutôt que la polarisation de l'un par rapport à l'autre. L'espèce, elle est complète qu'avec les deux, et le vivant n'est complet qu'avec toutes les espèces. C'est intéressant de voir aussi que dans ces cultures-là, il n'y a pas que les humains et les mammifères et les insectes. Enfin, il y a le féminin et le masculin est présent dans tout. Dans ces cultures-là, y compris dans les éléments, dans la pluie, dans le vent, voilà, y a pas, ça ne se limite pas juste à un corps. La notion d'énergie masculine et d'énergie féminine, elle est présente partout. Donc oui, il y a probablement chez l'humain le besoin de remettre la conscience de ces deux polarités en nous et de les harmoniser. Qui sont donc pas des polarités opposées, mais bien des complémentaires. Et puis il y a aussi la notion du sacré, qui est très importante chez ces peuples-là. Et probablement qu'aujourd'hui, ce qu'ils viennent nous montrer, c'est cette idée à remettre dans notre conscience que tout est sacré. Là où nous voyons le sacré enfermé dans un espace religieux ou de cérémonie, pour eux tout est sacré. Alors il y a des espaces plus sacrés que d'autres, mais tout est sacré. Donc c'est dans cette notion aussi de réunion du féminin et du masculin, il y a probablement quelque chose de sacré à réintégrer. Oui, et quand tu parles de ça, ça me rappelle mon chaman du nord du Canada, avec qui j'ai pas mal cheminé, issu d'une tribu Chipewyan Cree, qui disait toutes les religions du monde tendent à prouver que Dieu nous aime. Mais moi, quand je sens la chaleur du soleil sur mon visage, quand je sens la caresse du vent, je sais que Dieu m'aime. C'est l'idée de la terre-mère, c'est vraiment qu'on retrouve chez tous ces peuples-là, c'est cette vie, cette terre qui nous aime profondément, qui nous permet d'être qui nous sommes. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, la question, et ce que nous montrent les peuples racines, c'est quelque chose comme ça, c'est reconnaître, reconnaître ce lien et rendre cet amour, tout simplement. Tout à fait. Alors, en préparant ce podcast, tout à l'heure, on parlait de différence entre notre conscience dans notre culture et la leur. Et au bout de ce partage-là, j'ai l'image qui me vient. C'est un peu comme si nous, les Occidentaux, nous vivions avec une espèce de boule de verre là, autour de notre tête, qui est un peu comme un écran. On se projette des trucs pas complètement réalistes. Et que eux, quand j'ai
quand je t'entends, l'image qui me vient, c'est il circule sans cet aquarium autour du mental, en fait, en prise directe, en conscience directe. Voilà, je ne sais pas ce que ça évoque pour toi. Ouais, c'est une toute autre façon de penser, c'est clair. C'est une autre façon de penser, en fait. C'est une autre pensée qu'il nous propose. Et d'ailleurs, vivre des expériences avec ou à travers les approches que nous proposent ces peuples-là aujourd'hui, c'est quelque chose comme désapprendre. Et désapprendre, c'est sortir de cette bulle de verre là qu'on a effectivement autour de notre pensée qui est déconnectée pour revenir dans un lien réel au vivant. On peut tous le faire, on n'a pas besoin d'aller vivre auprès d'un peuple autochtone ou qu'il soit pour vivre ça, parce qu'en fait on a tout, comme on le disait tout à l'heure, on a tout à disposition, notre corps est fait pour ça, donc c'est vraiment juste aller remettre notre corps au contact du monde et puis désapprendre, apprendre à désapprendre, parce que voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est pas tout déstructuré, au contraire, parce que précisément dans la pensée de ces peuples-là, il y a l'idée que la vie est mouvement. Donc oui, bien sûr, on ne peut percevoir le mouvement que quand on met notre corps au contact du mouvement, mais la vie est aussi structure. Donc c'est là où effectivement l'esprit a quelque chose d'important à mettre en place, mais c'est pas rigide en fait. Voilà, il y a quelque chose comme être au cœur de soi-même, savoir qui je suis, et ça c'est tout un chemin. Et à partir de là, effectivement, on peut commencer à danser avec le mouvement de la vie. C'est tout un chemin, et c'est un chemin de vie qu'il nous propose. Et du coup, je clôturerais bien en partageant le fait que je pense qu'une autre différence entre eux et nous, c'est la gratitude, c'est honorer. Voilà, c'est honorer ce vivant, et que ça, c'est à notre portée à tout moment. Quand nous dressons la table et que nous mettons dans notre assiette des légumes qui ne sont dans notre assiette que parce qu'il y a un tas de petits éléments du vivant, de vers de terre, de champignons, de bactéries, comme on l'a vu avec Gauthier Chapelle et Hervé Covez, qui ont permis que cette terre soit un humus fécond, et que du coup les légumes puissent pousser, et que c'est grâce à cette pluie qui est tombée du ciel, à ce soleil qui a réchauffé, qu'on peut manger ce légume, qu'on peut permettre à ce légume de devenir nous, ou même nous devenir légumes, et que finalement, dans ces petits moments du quotidien, si on élargit notre conscience à travers ce légume ou à travers ce morceau de viande là, qui est dans notre assiette, si on l'élargit jusqu'à ce qu'il l'a permis, et si juste un instant on ressent en soi la gratitude, on peut honorer que ce soit là, je pense qu'on se met doucement sur le bon chemin. Absolument, la gratitude, c'est quelque chose qui est presque une seconde façon d'être, une seconde peau chez ces peuples-là. Je parlais tout à l'heure de l'offrande. Chez nous, ça peut paraître un peu abstrait, mais quand il faut une offrande, c'est vraiment la conscience de faire partie d'un cycle du vivant, et ça peut être vécu de multiples façons. La gratitude, moi, c'est quelque chose que je pratique au quotidien, et ça change la vie, bien sûr, parce que c'est pas artificiel du tout, c'est juste se remettre en gratitude de l'air qu'on respire, qui est là, qui nous permet de continuer. Il y a des multiples motifs de gratitude et qui viennent nourrir quelque part le fait que nous sommes vivants parmi les vivants, et c'est cette conscience-là que ça vient nourrir, que nous sommes des vivants parmi les vivants. Merci Frédérica. Merci Marine. Merci aux auditeurs. À bientôt. Avec Frédérica, nous avons exploré en quoi la perception du vivant des peuples que l'on dit racines, premiers, diffère de la nôtre. Comment ces hommes, ces femmes, ces enfants considèrent notre place d'espèce au milieu de toutes les autres espèces, et non pas à part ou au-dessus. Comment ils vivent avec l'ensemble de leur être, le mental, mais aussi les émotions, les sens, leur lien à cette planète qu'ils appellent Terre-Mère. De quelle manière notre culture déracinée pourrait s'inspirer de la leur, profondément enracinée, imprégnée de leur appartenance à la Terre.
Nous avons découvert aussi que les notions de féminin et de masculin constituent pour eux les deux faces d'un tout indissociable et sacré. Dans l'épisode suivant, je vous propose d'approfondir le thème de la première saison de ce podcast, ce vivant dont nous sommes, en explorant ce qu'il a prévu justement pour nous, et en particulier pour ce miracle du développement d'une vie nouvelle au creux du ventre des mammifères dont nous faisons partie. En quoi les cycles, les rythmes, la manière dont le vivant a fait le choix d'évoluer par le biais des interrelations, en quoi la vie et la mort dansent entre elles ici-bas, et en particulier dans la vie et le corps des femmes. Comment notre culture accueille cela ? J'aurai le plaisir d'accueillir sur ce sujet Fredou Brown, journaliste et anthropologue de formation, engagé dans le secteur associatif et l'éducation permanente. Rendez-vous début juillet. Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Hérigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Key Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation est de contribuer à la transition écologique, en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.